Bon, aujourd'hui, on va parler de process. On va essayer de se recréer simplement un gen server. Donc forcément, ce sera une implémentation basique. On va pas essayer de recréer tout gen server, hein. Donc on va commencer à la base sur qu'est-ce qu'un process. D'abord, avant ça, on va peut-être se dire pourquoi on fait ce talk. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde en parle de gen server. Qu'au début, franchement, j'ai rien compris. En fait, il y a quelques années, quand j'avais voulu regarder, je m'étais mis sur Erlang. Et j'ai commencé le bouquin sur Erlang, c'était assez clair, assez limpide, jusqu'au moment où je suis arrivé sur les gen server, là j'ai plus rien compris. Déjà, j'ai déjà pas compris à la base ce que voulait dire gen server, puisqu'ils font pas mal d'exemples un peu avec des calculs, etc. Donc je m'étais dit, ouais, c'est un générateur serveur, enfin, un truc qui avait rien à voir. Mais ça semblait être la base de toute application OTP. Et donc voilà. Donc maintenant, quelques années après, je me suis remis sur la partie plus du côté d'Elixir. Et là, j'ai commencé à comprendre ce que c'était Gen Server, comment ça fonctionnait. Et donc, je me dis que potentiellement, je ne suis pas le seul à avoir eu le problème. Donc bon, qui est l'audience? C'est un peu les personnes qui connaissent pas vraiment les process Elixir ou qui les ont jamais vraiment utilisés et qui comprennent pas forcément qu'est-ce qui se passe en dessous du comportement Gen Server. Donc voilà, nous commençons. Qu'est-ce qu'un process? Donc déjà, à la base, on va déjà se dire que ça n'a rien à voir avec un process OS. Sur tout le talk, on va parler de process, ce sera des process Erlang. Donc qu'est-ce que c'est qu'un process Erlang? C'est simplement un thread d'exécution léger qui tourne sur la VM Erlang. 1 ou 2 kilobits, pas plus. Donc c'est vraiment pas un process OS. Ça tourne en concurrence ou en parallèle. En concurrence. Concurrence. D'autres process. En fait, la VM Erlang, elle est capable d'utiliser toutes les ressources CPU de la machine. Donc les process tournent sur tous les... vous pouvez avoir des process sur chacun des CPU. Et ensuite, ils sont isolés. C'est-à-dire que si tu as un process qui crash, il ne va pas faire tomber les autres process. Et si on a un process qui a de la data ne sera pas dispo depuis les autres process. La seule manière d'accéder à cette donnée, c'est de s'envoyer des messages. Donc, un process, en commençant from scratch. Désolé, je ne peux pas agrandir, donc j'espère que vous avez de bons yeux. Donc tout simplement, on va se créer juste un process qui nous output une multiplication, hein. Donc comment on démarre un process? On a une fonction spawn. La fonction spawn va juste créer un nouveau process, et en fait, elle prend un seul paramètre qui est une fonction qui ne prend pas de paramètres. Dans le cas présent, on a une lambda qui fait un process sleep de 2 secondes et qui nous a eu output 4, 2 fois 2. Donc en dessous, on voit le résultat de l'exécution, hein, on attend 2 secondes et on a bien 4 qui nous ressort. C'est cool. Bon, c'est pas très utile, ce serait quand même plus utile si on pouvait prendre des paramètres, par exemple pour changer la valeur qu'on veut multiplier par 2. Donc ici, on va avoir un background job. Comment on pourrait se faire ça? En fait, on a simplement une fonction, de la même manière, qui prend un paramètre, value dans le cas présent, et comme le contexte est disponible dans le spawn, le contexte d'exécution courant, on peut bien faire un value x 2, et en fait, si on spawn cette lambda, on va bien voir qu'on attend 2 secondes et qu'on display 20. Vu que c'est un background job de 4 x 2, 8, on spawn bien et on attend 2 secondes et on a 8. C'est cool. Ce qui serait vraiment bien, c'est de pouvoir communiquer, pouvoir s'envoyer des messages. Donc ça va être l'étape suivante. Comment on fait ça? Donc de la même manière que tout à l'heure, on a toujours une fonction. Là, on va prendre 2 petits arguments. On va prendre notre valeur, qui était tout à l'heure, celle qu'on veut multiplier, et on va se prendre ce qu'on appelle notre caller. Le caller serait à quoi? Ce sera notre propre ID de processus. Comme ça, on pourra discuter entre processus via un ID. Donc on spawn toujours notre nouveau process, on attend 2 secondes, et en fait, là on voit une nouvelle fonction qui apparaît, qui est send. Send, en fait, permet d'envoyer un message. Envoyer un message à qui? À un ID de process, qui est le caller, celui qui nous a appelé pour le coup, avec un message qui dit, voilà, j'ai fini, et la valeur, c'est valeur x 2. Donc si on prend l'exécution, simplement on fait un background job où on lui envoie 4 et on lui envoie self, qui est notre propre ID de process. Et en fait, on voit un nouveau bloc qu'on n'a pas encore vu, receive. Receive, c'est un peu le pendant de send.
send, on peut envoyer des messages, receive, on peut en attendre. Et donc là, on fait bien un receive, on pattern match sur le message qui va nous être envoyé par l'autre process. Donc on receive un down avec un résultat et on l'affiche. Donc là, on voit bien qu'on a un résultat de 8 quand on fait un background job de 4 et de self. Est-ce que oui? J'ai une question, juste, désolé, en venant de Monderland, je suis un peu ensemble avec le programme de football, le mieux des programmes Java, je suis désolé. On peut envoyer avec le point d'exclamation ou il faut utiliser send? J'ai toujours utilisé send, je pense pas que le point d'exclamation marche, puisque c'est pour faire, si tu fais point d'exclamation true, il va t'inverser ton true, false, etc. Donc je suis pas sûr que... Est-ce que c'est à peu près clair jusqu'à maintenant? Là, c'est simplement pour mettre un peu la syntaxe, et après on va vraiment rentrer dans du code. J'ai une question, le send, il appelle toujours le receive? Non, le send, en fait, il envoie un message au paramètre. Hop, hip. Le send, il envoie un message à caller. Et ensuite, ça arrive dans la inbox de caller. Et caller, à un moment, donc l'autre process doit à un moment ou un autre, s'il a envie, receive pour avoir des résultats, des messages qui lui... lire les messages qui lui sont envoyés, quoi. C'est le pendant du mot-clé, quoi. C'est le pendant du mot-clé. Et receive va dépiler qu'un seul message. Il en dépile qu'un seul. Exactement. C'est clair? Ok. Et donc c'est bien, on sait s'envoyer et recevoir un message. Maintenant, le seul problème, c'est qu'on reçoit un message, on répond et on meurt. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir continuer à vivre pour répondre à d'autres messages si on nous en renvoie, sans avoir à spawner un process à chaque fois. En gros, avoir une durée de vie un peu plus longue. Donc comment on pourrait faire ça? Là, pour le coup, on est obligé de faire une définition d'un nouveau module, parce que les lambdas ne peuvent pas être récursives en Elixir. Donc là, on a un module. Donc le start, c'est un peu ce qu'on a pu voir au début, là, ce qui va spawn un nouveau process. Donc on voit un start. Donc que va faire ce module déjà? C'est un truc de multiplication. Donc il prend un state initial qui est votre première valeur. Et ensuite, on pourra lui envoyer des messages pour faire des multiplications. Donc par exemple, on lui envoie 1. Ensuite, on lui envoie 2, il va faire 1 fois 2. Ensuite, on lui renvoie 2, il va faire 2 fois 2, etc. Et donc, il va toujours multiplier la nouvelle valeur avec le résultat de ce qu'il avait calculé précédemment. Donc, il fait un start avec une initial value, et donc on va spawner un process. Et en fait, sur le spawn, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va simplement appeler une fonction, pour le coup qu'on a appelée loop, qui va se rappeler elle-même. Histoire que, une fois qu'il a fini de répondre, il se rappelle, comme ça il peut attendre de nouveau un nouveau message. Donc dans le cas présent, on a loop avec une initial value. On a ensuite la définition de loop qui va dire moi j'attends un message qui prend un tuple avec deux informations dedans, le multiplicator entre guillemets et le caller. Et ensuite il fait sa multiplication, il renvoie au caller un message qui dit j'ai fini avec le résultat de la multiplication qu'on a vu juste au-dessus. Et ensuite, il se rappelle lui-même. Et ensuite, il attend le prochain message. Ok? Donc, si on voit l'exécution, qu'est-ce qui se passe? On démarre un nouveau multiplicator et on a un ID de process. Ici, on envoie à cet ID de process un message qui dit 2 avec mon ID à moi. Donc ici, on voit qu'on arrive ici, on récupère 2 avec mon ID à moi, on fait 2 fois 1, 2 forcément, on send au caller, donc à moi-même, un message qui dit down avec 2. Et ensuite, on attend. Et ici, on voit qu'on fait un receive, qui attend ici un message qui dit down avec un result. Et donc là, on voit bien le résultat qui vient de ce qu'on vient de calculer juste au-dessus. Et si on recommence une deuxième fois, on refait un send avec 21 et self, on remet le receive block qui est là, et on a un résultat qui est 42. Jusque-là, c'est clair? Oui? Super. Bon, c'est bien. Maintenant, on peut commencer réellement à aller dans un éditeur et essayer d'implémenter quelque chose avec des process. Donc, ouais, parce que ça marche sur Vim, Pom+. Voilà. Allez. Donc ici, on va présenter une grosse application de to-do list. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est des process qui démarrent une to-do list. Donc, une to-do list, c'est un process qui contient des to-do. On peut en ajouter, en supprimer et en marquer comme fait. Ok? Donc, pour se faciliter la vie, parce qu'on va le réutiliser à plusieurs endroits, ici, on se fait
un petit helper qu'on appelle juste to-do list avec une fonction d'ajout, une fonction de suppression et une fonction qui marque as done. Hop. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble exactement, on va se faire, hop, on va aller sur le test. Et donc, si on setup juste une to-do list avec un heuré vide, en ID 1, je code, en ID 2, je mange, en ID 3, je dors. Et ensuite, dans mes tests, je regarde bien que le add, j'arrive à en ajouter une nouvelle. Hop. Que sur le remove, j'arrive bien à en supprimer. Et que sur le done, on arrive bien à marquer, hop, je vais faire ça comme ça, on verra mieux, à marquer hop, ici, à marquer quelque chose comme done. Donc tu fais vraiment des tests là. Comment Tu vois, même sur les présentations, C'est la classe. on déconne pas. Sans respect. Donc on a un helper qui fonctionne, qui permet d'ajouter, supprimer et faire des choses. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, on va réimplémenter. Hop. Ah, je triche. Hop. On va se faire une implémentation basique en réutilisant simplement ce qu'on a vu auparavant, rien de plus. Donc comment on ferait ça? On ferait un module to-do list, to-do list process, avec comme tout à l'heure une fonction start, qui fait juste un spawn, comme on l'a vu tout à l'heure, donc qui va créer un nouveau process, et qui va appeler une fonction loop, qui va prendre un état. Notre état, c'est simplement un tuple qui contient l'ID, le max ID, quoi, et ensuite la liste de to-do. Et donc on renvoie simplement en résultat OK et un PID quand ça a démarré. En fait, pour l'instant, on va faire vraiment simple, on ne gère pas les cas d'erreur, hein, donc on fait juste OK PID et puis on n'en parle plus. Oui. C'est une vraie question. Enfin, ça ne te dérange pas qu'on t'interrompe pendant que tu fais? Non, du tout. Sinon, je peux le poser après. Je t'en prie. Ça sert à quoi de renvoyer le OK? Enfin, genre, est-ce que spawn peut foirer? Non, il va pas foirer, mais en fait, je l'ai en mode plus rapide, je l'ai juste fait avec OK PID parce qu'après, on va évoluer vers Gen Server et comme ça, on est exactement compliant. Ok, d'accord. C'est juste pour ça. Et sur Gen Server, il peut fail parce que si le nom est déjà register ou ce genre de conneries là. Je le comprends. Donc, on spawn simplement de cette fonction-là avec loop et donc notre état. Et en fait, la fonction loop, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a bien un état qui a un ID et une liste. Elle va attendre des messages. Donc, un message qui pourrait être add avec un name. Donc, c'est le nom de la task qu'on va ajouter à la to-do list. Et donc, une fois qu'on a ajouté, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rappeler soi-même avec donc un nouvel état qui serait l'ID plus 1, puisqu'on l'aura incrémenté. Et ensuite, notre helper, je ne sais pas si vous vous rappelez, on va se le mettre quand même à côté, ce sera peut-être plus simple. To-do list. C'est lequel que je cherche? To-do list, ça va mieux si je tape le bon mot. Et donc, ici, on avait bien le add qui ajoutait une task à la fin de liste. Donc, ici, on rajoute bien ça. Par contre, on ne renvoie pas de message. On ne renvoie pas de message. Ici, on ne fait pas un send au caller. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé ainsi, simplement. On aurait pu, mais là, pour le coup, je me suis dit, add, on n'a pas besoin d'avoir de résultats, on n'en veut pas. On verra plus tard pourquoi, parce que c'est plus simple pour la suite. Ensuite, on a done, qui est en dessous. Donc done, qu'est-ce qu'il fait? Done, il prend l'ID qu'on veut marquer comme résolu, et le PID, donc, qui est notre caller, à qui on va répondre quand on aura fini. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait un done? On va recréer en fait, on va appeler notre helper qu'on a vu tout à l'heure, qui va nous retourner notre liste, notre nouvelle liste, avec notre to-do marqué comme done. Et ensuite, on va send au PID une réponse. Et la réponse, c'est simplement nous qui l'avons décidé ainsi, on répond reply avec le message qu'on veut. Là, c'est juste un OK, on ne fait rien de particulier. Et on rappelle la loop. Est-ce que jusque-là, c'est clair ou pas? Il a été défini, PID. PID, il est défini nulle part, en fait, il est ici, dans le pattern matching ici du receive. Ça, c'est les messages qu'on reçoit. Donc, en fait, on t'envoie un message qui contiendra done, l'ID et
le PID. Et ensuite, on a les autres. On n'a pas précisé en même temps, Ouais. mais c'est comme si on était dans une forme de case. On va pattern matcher sur le receive block, pattern match sur chacun D'accord. des... Ouais, c'est comme un case. C'est un case. C'est en comme fait. un case. C'est un effectivement. case, mais dans un receive block parce qu'on sait que là, on va écouter des messages dans la mailbox de notre process, entre guillemets. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, c'est exactement ce qu'il a dit, le principe de déconstruction moléculaire s'applique à 3 endroits. Alors, on ne dirait pas, mais il s'applique dans le conde. Il s'applique dans le conde. Donc il va faire la même réponse que moi, mais en plus compliqué. Dans les définitions de méthode et dans case receive. Parce que receive, en fait, au niveau de lexine, c'est exactement la même sémantique que case. Ouais, c'est un peu ça. Case. Et le fait de faire le pattern matching avec toujours deux paramètres, des fois, en gros, t'as toujours Un tuple, ouais, on appelle ça un tuple. ouais, t'as un atome en... En premier, ouais, c'est le message qu'il lui a envoyé. En fait, là, tu as un tuple simple qui était addName, et en fait, là, c'est un tuple qui contient le PID particulièrement, et le message qui est juste done et l'ID, en fait. Là, on a un message qui est juste list. Là, on a un message qui est remove avec un ID. Mais le PID, c'est vraiment, pour moi, un truc qui est à côté, qui n'est pas réellement ton message proprement dit. Le message, ce que tu demandes réellement, c'est tiens, marque-moi en tant que done cet ID. Et le PID à qui tu veux répondre, quoi. Après, on aurait pu les mettre dans le même. Hein. Ouais. C'est simplement un choix que j'ai fait, entre guillemets, mais il pourrait être dans le même. On va la voir après, en fait, on triche un peu sur la suite. Voilà, mais D'accord. C'est ETP sémantiquement correct. C'est ça. Comme le but c'est de reconstruire petit à petit les building blocks de TP, donc Voilà. de Gen Server, on essaye de s'inspirer, de respecter les conventions et c'est généralement comme ça qu'on fait. Voilà. Et si par exemple il n'y a pas de message qui arrive avant genre 2 heures, Bah non. Parce qu'au bout de 5 secondes, il fail. Et j'ai pas mis de timeout. Oh là là. Mais je l'ai dit au début qu'en fait, je m'étais amusé à faire que l'implémentation qui marche bien, pas les cas d'erreur. c'est chiant. Hein. Il pose des questions pièges. Mais effectivement, le receive block, en fait, il attend par défaut 5 secondes. S'il ne reçoit pas de message au bout de 5 secondes, il fail, entre guillemets. Donc, faut soit augmenter le timeout, entre guillemets, au moment du send, soit alors avoir un after qui peut faire des choses, par exemple se rappeler lui-même, enfin autre chose. On avait tellement de chance parce que nous, dans la langue, on ne peut pas l'augmenter puisque c'est le bound qui est c'est Ah oui. l'exclamation. Et surtout, le after, bah, on ne dit pas dans la documentation, alors vous avez 5 secondes, vous êtes vachement cool, tu vois. Nous, on a 200 millisecondes dans la langue. Et donc, tu le sais pas, et puis ça plante, et t'as là. Pourquoi tu me dis, ouais, il faut mettre un after 200, et puis après boucler, tu vois. Mais ça, quand tu débutes en langue et que tu viens de PHP, tu vois, ça te parle pas, ça. Enfin, ouais. Bizarrement. Donc voilà, donc ça, on a une implémentation qui marche et qui est quand même très très proche de ce qu'on a vu auparavant. Normalement, il n'y a rien de vraiment nouveau. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Non ? Et donc, comment on l'utiliserait si on devait utiliser cette interface, ce to-do list process ? Hop, comment on l'utiliserait ? Donc, bon, pour le démarrer, rien de plus simple. Un to-do list process start et on récupère OK PID ici. C'est cool. C'est pas le cas le plus intéressant. Ici, on peut faire un add, par exemple. Donc, de la même manière, on doit le démarrer. Et ensuite, à la main, on doit faire send sur le PID, donc sur le process PID. Qu'est-ce que je fais ? J'envoie le message add avec la task que je veux ajouter. Donc, par exemple, coder. Ensuite, je peux faire un deuxième send pour ajouter la task it. Et ensuite, oui. Pourquoi il n'y a que le message add qui est pas PID? Parce qu'ici, ici, on avait juste add name parce qu'en fait, on a dit qu'on répond. Celui-là, on n'avait pas envie de répondre, de te dire c'est bon, ça a marché. On le fait en asynchrone et on répond pas. Mais ça, c'est vraiment un choix d'implémentation. J'ai pas envie de répondre à celui-là en fait parce que tu pourrais dire, je fais des appels synchrones, je t'appelle, j'attends que tu me donnes une réponse. Celui-là, je t'appelle, mais je m'en fous d'avoir la réponse, grosso modo. Donc, tu as les deux cas. Et donc, c'était histoire d'avoir les deux usages dans l'implémentation. Comme ça, on pourra avoir les deux usages de Gen Server après. Et donc ici, dans le cas d'après, ici, on a notre liste à qui on envoie self. Donc self, c'est notre propre PID. Et donc c'est lui qui attend une réponse. Et en fait, on le voit hop, à côté. Hop, on va le faire ici. Sur le list, en fait, après, on peut receive. Et on receive quoi ? Le reply qu'on a vu tout à l'heure avec notre liste qui contient bien code et it. OK ? Jusque-là, tout va bien ?
Donc là, après, on a les implémentations des autres, mais c'est la même logique. Tout ça, c'est toute la première partie, ça sert à rien que je vous montre sur mon écran. Toute cette partie-là, c'est la même. Et aussi, on voit un remove. On essaye de remove la 2 en envoyant notre propre PID. Et si on fait un list, on voit bien qu'on a un reply qui contient vu que le numéro 1, et plus le 2. OK? Jusque-là, ça va? OK. Donc là, en fait, on a réussi à créer un process qui nous fait une to-do list en partant vraiment de la base du process. Donc là, on va essayer... Hop. OK, donc on est bien là. On est à la fin de l'étape 2. Donc qu'est-ce qu'on a vu? En fait, on a vu l'implémentation de ce qu'on a vu en théorie, mais dans un cas réel, entre guillemets, notre to-do list. Donc, qu'est-ce qui est bien? C'est que ça marche, déjà. C'est qu'on peut avoir plusieurs to-do lists les unes à côté des autres et que ce soit concurrent ou parallèle ou ce que vous voulez. Concurrent, ça te va? Bon, continuons ça. Et ensuite, c'est un peu la manière de faire en Elixir si on voudrait le faire avec des process. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, qu'est-ce qui pose problème? C'est que c'est quand même super verbeux. Pour Elixir. Pour du Elixir. Et ensuite, le deuxième gros problème, c'est qu'en fait, on mixe fortement l'interface. Donc, ce qu'on avait ici. Hop, là, je suis pas du tout sur la bonne page, Kevin. Ouais, et je suis censé retourner sur Step 2 pour vous montrer ce que je voulais dire. Hop, ici, sur Step 2, ici on a l'implémentation qui dit le message voudrait qu'il soit structuré de cette manière-là, etc. Et en fait, là, on voit qu'on est en train de carrément de mixer cette interface qui est censée être un peu privée, enfin, la structure de notre message. Et ici, on lui envoie directement les messages formatés comme ça. Enfin, c'est bien, mais ça va vite devenir immaintenable au fur et à mesure de l'application parce que, enfin, ça va être compliqué à utiliser, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà se séparer ces deux interfaces-là. L'interface un peu publique pour pouvoir créer des to-do list et le détail d'implémentation. Hop. Donc, si nous retournons sur notre step 3, hop, celle-là, elle se supprime. Hop. Ici, qu'est-ce qu'on ferait? On se créerait simplement des petites fonctions qui seraient appellables par l'extérieur. Donc, par exemple, add, qui prend un PID et qui prend un nom de tâche. Et qu'est-ce qu'elle ferait? En fait, elle t'éviterait de faire le send toi-même. Elle ferait le send sur le PID que tu as demandé, avec un add et un name, donc qui est le format qu'on avait vu tout à l'heure. Mais là, on est bien, entre guillemets, je ne retrouve plus le mot, mais on y est bien. Hein. On est beaux gosses. Voilà, On abstract la logique de l'appel de ton process dans... Voilà, on est bien encapsulé dans ce process. Et ouais, voilà, plutôt qu'avoir le détail à l'extérieur. Donc là, comme on a dit qu'on n'attendait pas une réponse, on renvoie tout de suite OK. Donc là, on est un peu comme tout à l'heure. Le done qui est ici, c'est un peu le même concept. On prend un PID et on prend l'ID du process que l'on veut marquer comme fait. Et en fait, là, on va voir qu'en fait, on envoie un send sur ce process avec le message donc down, ID, et c'est nous qui gérons nous-mêmes en fait le fait de passer self finalement, puisqu'on est dans le contexte d'exécution de l'appelant. Donc on peut utiliser self sans problème. Et ici, tout de suite, on peut receive en attendant le reply avec la value. Comme ça évite de devoir le faire côté client et de mélanger ça sur le, entre guillemets, dans le code que tu vas utiliser pour utiliser ta to-do list. Est-ce que pour l'instant, ces deux fonctions-là sont assez claires ou pas? Pour tout le monde. Oui? Alors pourquoi tu mets un espace entre send et OK? C'est ça. Juste parce que j'aime bien mettre un espace avant ma return value. En fait, C'était une vraie question. Ça, c'est des vieilles habitudes de Rubyiste. Il n'y a pas de méchanceté dedans. non, mais je cherchais où c'était en fait. Moi aussi. Ouais, je mets toujours un petit espace avant ma return value histoire de, enfin, je sépare le truc quoi, mais Ruby effectivement. Il n'y a pas de critique. Ouais, comme le return est implicite en Ruby, en fait, ça nous permet de plus simplement de bien voir ce qu'on return. Retourner sans chercher return parce qu'il n'est pas là. Le return est vraiment implicite dans Elixir aussi, donc je comprends l'argument. Aussi. Donc ensuite, on a list qui fonctionne exactement de la même manière que down et le remove, tout pareil.
Et ensuite, notre fonction loop, bah, elle, pour le coup, elle n'a pas changé, elle est restée identique. Donc, qu'est-ce que ça apporte de faire ça? Bah, ça, on va pouvoir le voir au niveau des tests, en fait, de l'utilisation de ce super process. Ça veut dire qu'ici, hop, on a quand même une interface qui est vachement plus cool, parce qu'on peut faire directement des process.add de PID et code sans avoir à s'embêter à formater le message à la main et à devoir le faire que ce soit un peu partout dans l'application. Là, on appelle juste une fonction qui le fait pour nous. Et ça nous permet d'avoir quelque chose qui soit, entre guillemets, clean entre l'interface attendue en termes de message par le process et l'interface qui est donnée à l'utilisateur pour utiliser les process. Est-ce que c'est plus ou moins clair? Tout à fait clair? Pas clair du tout? Ça va? Ça va? Donc ici, on peut donc ajouter des choses à notre to-do list, les lister, enfin tout ce qu'on pouvait faire tout à l'heure, sans avoir besoin de faire des receives et d'avoir à écrire les messages nous-mêmes. Super. Donc, avec cette troisième étape, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a partiellement fixé les problèmes de step 2 qui était la partie fortement verbeuse, parce qu'on est quand même un peu moins verbeux dans la partie cliente, et surtout, on a fixé le mix entre l'interface et le détail d'implémentation. Donc, c'est cool. Par contre, c'est quand même toujours un petit peu verbeux dans la définition du process, parce que on doit définir les receives, on doit faire les send, enfin, on doit faire un peu tout ça à la main. Ça fait pas partie de notre business logique, mais on doit le faire pour avoir un truc qui fonctionne avec des process. Donc, passons à l'étape suivante. L'étape suivante, elle n'aura rien à voir avec tout ça, mais je vais vous expliquer à quoi elle sert. L'étape suivante, c'est simplement un refactor de cette classe de test. En gros, j'ai sorti tout le case, enfin tous mes tests, dans un fichier à part que je vais loader parce qu'à partir de maintenant, on avait un truc qui s'appelait todolist.process et on va créer des nouveaux modules. Comme ça, on va pouvoir garder notre code et pouvoir comparer notre code au fur et à mesure, mais je voudrais que mes tests continuent à fonctionner. Donc je les ai sortis, mais j'ai fait un use de mes tests, comme ça je réutilise toujours les mêmes tests pour tout le monde. Oui. Alors vraiment, sans ironie une fois de plus, hein. Le use, il veut dire quoi? Parce que moi j'ai vu qu'il y avait import, use, il y en a un autre, require. Ouais, require. En fait, le require, il va juste require. Enfin, moi, ce que j'ai plus de mal, c'est que le require et le import, à vrai dire, entre. Voilà. Mais le use, en fait, son usage, c'est qu'en fait, dès que tu fais un use avec un module, il va appeler une macro qui s'appelle __ using __. Et c'est une macro, donc ça veut dire que tu peux générer du code. Et en fait, là, dans le cas présent, je fais use et je lui passe un paramètre à mon use qui est mon to-do list process. Comme ça, en fait, on va aller voir de toute façon ce to-do list case qui est ici. Donc j'ai mon def macro using dont je viens de parler, qui prend un module en paramètre, et en fait il va me générer mes tests, mais surtout il va me le générer en comment traduire ça en français? Tu vas encoder le truc, c'est juste en fait on va juste prendre le module qui nous est passé, c'était juste une macro, là on va vraiment l'exécuter et on va générer du code effectivement en utilisant ce module-là, et comme ça, dans tout notre test, on va appeler ce module-là plutôt qu'un module qu'on aura hardcodé. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir réutiliser ça à différents endroits en passant juste une variable et réutiliser tous ces tests-là. C'est un peu dans le bloc code, on a une code quelque chose qui lui-même va être exécuté. Ouais. En fait, tout ce qui est dans quote, ça ressemble à du Elixir, mais en réalité, ça te retourne juste du code Elixir à faire, effectivement. Serveur, ça sera un alias pour mon module. Exactement, comme ça je peux utiliser serveur partout. C'est juste un alias pour mon module, et mon module c'est une variable. Hop, on va passer donc à la 5. Ok, donc là maintenant, on avait le process qu'on avait vu tout à l'heure. Là j'ai juste copié le code. Je l'ai copié code dans un truc qui s'appelle myGenServer, mais c'est exactement le même code. Et là en fait, si on commence à regarder le code qu'on a sous les yeux, ce qu'on se rend compte, c'est que si on veut recréer un autre process à côté, qui fasse quelque chose de différent, mais qui ait quand même une durée de vie assez longue, qui attend des messages, etc., on va avoir des trucs qu'on va réécrire à chaque fois. Le spawn, on va le spawn à chaque fois. On va toujours respawn un nouveau process, ça c'est toujours identique. La fonction loop,
qui prendra un état, on l'aura toujours, l'état sera différent, mais on aura toujours cette fonction loop qui va toujours qui va toujours se rappeler elle-même, etc. Le fait de send un message en passant self en paramètre, d'attendre une réponse avec un format particulier et de retourner la valeur qui nous est retournée, on va toujours devoir le faire aussi, ça. Et ensuite, la fonction de loop, le contenu, le contenu, les messages et ce qu'on fait réellement sera différent, mais le fait de se rappeler soi-même, le fait de receive et de wait après un message qui ressemblerait à add name, etc., ce sera aussi toujours super générique. On va toujours devoir le faire. Donc là, on se rend compte qu'il y a quand même du code qu'on va devoir dupliquer et beaucoup de boilerplate en fait dans l'histoire. Donc, on va se passer tout de suite à l'étape 6. Je pense que j'ai pas de truc sur la 5. Si, bien sûr, on a repris la liste quand même de ce qu'on vient de se dire. Donc en fait, qu'est-ce qui est générique? On vient de le dire, c'est de démarrer un nouveau process. C'est de retourner un réponse tuple qui contient le OK avec le PID. C'est de gérer des appels synchrones. Donc la manière d'envoyer des messages, le fait de retourner un atome qui dit juste OK quand c'est de la synchrone, le fait que quand c'est du synchrone, on envoie des messages, qu'on wait pour une réponse et qu'on retourne la valeur qui nous a été send. Tout ça, c'est super générique. Ensuite, ce qu'on a de spécifique finalement, c'est simplement l'état qui est à l'intérieur de notre serveur et surtout le format du message qu'on veut recevoir. Le add avec une task, le done avec un ID. Ça, c'est vraiment spécifique à notre business. Donc, passons à l'étape suivante, qui serait donc de sortir toutes ces parties génériques. À quoi ressemblerait notre MyGenServer si on sortait tout ça? Hop. Il ressemblerait à un truc beaucoup plus facile. On ferait juste un start avec un état et avec le nom de notre module quand même, qu'on sache quel est le callback qu'on doit rappeler, le module qui contient les fonctions de callback. Et ensuite, on aurait des fonctions définies pour envoyer des messages de manière asynchrone ou synchrone. Donc on va se mettre en parallèle l'implémentation de ce... Attention, hein, je précise, on a un to-do list.myGenServer qui est donc la partie spécifique et on a simplement le MyGenServer qui est la partie générique, entre guillemets, qui est réellement... Comment? Ah. Hop. Voilà. Et la partie MyGenServer. Le mec pas relou sur la blague, tu sais. Toujours. Donc le MyGenServer, ce qu'on a dit, c'est qu'il y avait, si on revient rapidement ici, on a des trucs génériques qui est spawner un process. Donc comment on spawn un process? On a dit on renvoie toujours OK, on spawn, on appelle toujours la fonction loop. Par contre, ce qu'il nous faut, c'est un état initial. Donc c'est juste un paramètre qu'on va attendre. Et un callback module, on en parlera après, ce sera plus simple. Ensuite, on return a response, pour les calls asynchrones, on a dit on envoie un message et on return juste OK. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est ici. Oups là. On est ici. Qu'est-ce qu'on fait? On attend un PID, un message, et en fait on send au process un message qu'on aura formaté nous-mêmes qui dira juste c'est un cast, et voilà le message que toi tu m'avais envoyé de base. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, pour nous, ce sera plus simple dans notre boucle, après, dans la loop qu'on aura, de savoir comment gérer la différence entre un cast et un reply si on doit renvoyer un message en réponse ou non. On part du principe que le cast, on va le gérer de manière asynchrone et le call de manière synchrone. C'est la Exactement. sur laquelle on s'est accordé. Exactement, c'est vrai que j'aurais dû le préciser. Donc si on regarde rapidement à quoi ressemblerait cette loop, c'est simplement de se dire on receive deux types de messages possibles, soit call, soit cast. C'est ce qui nous est envoyé ici par cast ou par le call qui est là. Donc on reçoit soit call, soit cast, avec le message qui nous avait été envoyé à la base par le caller. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? En fait, on va appeler la fonction, une fonction qu'on a définie aléatoirement, vraiment, qui s'appellerait handleCall. C'est vachement cool comme
Non, mais il est fort en hommage. Ou dans le cas de la synchrone handle cast, et qui prendrait des paramètres. Dans le cas de call, qui prendrait le message, le caller, enfin donc le PID si on veut lui renvoyer un message nous-mêmes, et l'état. Et dans le cas du cast, juste le message et l'état, puisque comme c'est un cast et qu'on n'est pas censé répondre au bonhomme, on n'est pas censé lui envoyer son PID. Et en fait, le seul petit twist, c'est que dans le cas du call, en fait, on renvoie un message qui dit juste « Tiens, voilà la réponse », et la réponse, c'est la valeur qui m'a été renvoyée par la fonction définie par le MyGenServer spécifique qui est ici. Apply, c'est quoi? Apply, c'est simplement de dire « Tiens, tu me donnes un module, tu me donnes un nom de fonction, et je t'applique cette fonction sur ce module, avec les paramètres que tu m'as donnés. » C'est de la purification. C'est parfait, je m'avais Mais c'est clair ou... Ah, Ouais, c'est bon. C'est de la métaprogrammation. Exactement. Et donc, si on revient sur le cas du apply, justement, qu'est-ce qu'on fait? On retourne un message qu'on a prédéfini. On a dit, ce qu'on veut sur le reply, c'est qu'on me donne un tuple qui contient un reply, la valeur que je dois retourner au client, et mon nouvel état, qui sera l'état, une fois qu'on a ajouté quelque chose, à quoi ressemblera ma nouvelle liste et mon nouvel ID, le remove, à quoi ressemblera ma nouvelle liste, mon nouvel ID, etc. Cet état, on veut le récupérer, on veut récupérer la valeur qu'on va renvoyer au client pour qu'on puisse la renvoyer effectivement ici, et qu'ici, on puisse simplement se rappeler nous-mêmes avec le nouvel état qu'on aura défini. Et donc, si on regarde concrètement comment on l'utilise, les handle calls qu'on a vus tout à l'heure, hop, on a dit, là par contre, c'est un peu chiant parce que comme j'ai pomme plus, on ne voit pas très bien. Comme on a dit tout à l'heure, un handle call, ça prend en paramètre, hop, on va revenir ici, un message, un caller, un state. Donc ici, on voit bien le message donne avec l'ID, le caller dont on se fout parce qu'on ne lui répondra pas réellement tout de suite par nous-mêmes, et l'état qui est un ID et une liste. Ok? Et par contre, ce qu'on a dit, ce qu'on a défini ici concrètement, c'est de dire que la réponse, ce sera reply, une valeur qui est celle qui est retournée au client, et l'état. Le handle call qu'on a ici, on fait donc un reply, c'est ce qu'on a dit. Le OK, c'est la valeur qu'on retourne au client, et le nouvel état qui est notre liste sur lequel on a appliqué le done de l'ID. Est-ce que c'est clair sur cette partie-là ou pas? Parce que là, c'est la partie un peu la plus compliquée, entre guillemets. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde sur comment ça se passe et concrètement ce qui se passe entre les deux? Qu'est-ce qui est de l'un, de l'autre? Ok, est-ce que ça, c'est clair ou pas? Oui? Ok, et donc là, si on regarde nos tests, on devrait en avoir un peu plus que tout à l'heure. Ils sont toujours green, donc on est content. À quoi ressemblent des tests de MyGenServer? On a bien vu, c'est comme tout à l'heure, il relance exactement la même suite de tests, c'est juste qu'on l'applique sur un module différent. Ok? Ça permet de clarifier ce qu'on a vu tout à l'heure, je pense. Ok, super. Donc, est-ce qu'on a fait quelque chose par rapport à la step 6? Bah ouais, bah en fait, on vient de recréer GenServer, en fait, là. Sans gérer les cas un peu particuliers. De manière optimiste. Ouais, par contre, ça indique quand même clairement que tu as entièrement compris comment fonctionne GenServer. C'est vachement cool. Bah, c'est ce qui est surtout important, c'est si tout le monde ici après a bien compris comment ça fonctionnait, c'est le but, quoi. C'est surtout que tout le monde comprenne bien comment ça marche un peu en dessous. Donc, on a implémenté GenServer, comme on dit, dans un monde parfait, quoi. Où il n'y a pas d'erreur, ou enfin... Exactement. Il n'y a pas de timeout, on n'a pas besoin de nommer notre... Enfin, on n'a pas besoin de superviser non plus. Donc, si on se fait un dernier petit... On se regarde un dernier petit truc. Pardon, je ne suis pas allé sur le bon, c'est celui-là. Si on se regarde une dernière chose et qu'on se dit, bah, concrètement, à quoi ressemblerait la vraie implémentation de GenServer, enfin, de notre to-do list, hein, pas l'implémentation réelle de GenServer, notre to-do list avec le vrai GenServer et pas MyGenServer, à quoi ça ressemblerait? Hop. To-do list, GenServer, c'est celle-ci. Ben, grosso modo, si on oublie le use qu'il y a ici,
tout ce qu'on fait, c'est... on appelle start au lieu de start link, mais grosso modo, c'est les mêmes parameters. Et après, pour être franc avec vous, j'ai juste retiré my à droite. Hein. C'est exactement la même interface. Donc, on a à peu près la même chose. Hein? Respect. Donc voilà, tous nos tests fonctionnent aussi avec le nouveau Gen Server, donc on est vraiment... Enfin, ça fonctionne, quoi. Est-ce que c'est assez clair pour vous sur la manière dont on a essayé de recréer un Gen Server vraiment basique et sur comment les messages se passent, comment on garde l'état, etc. J'ai quand même une question. Oui. Alors, c'est une question qui, pour le coup, est un petit peu troll. Je pense avoir compris comment fonctionne Gen Server. Mais alors, tu ne l'as toujours pas dit. Enfin, pourquoi en fait utiliser Gen Server quand on voit qu'en fait c'est extrêmement simple de l'implémenter à la main? Là, honnêtement, tu as été hyper clair, tu as sorti du code qui est assez expressif et court, tu as répondu à une problématique qui est ancestrale dans le monde des applications Gen Server. Alors pourquoi s'emmerder à comprendre un behavior? C'est quand on peut l'écrire à la main. Pourquoi ne pas l'écrire à la main? 1, parce qu'il y a beaucoup de boilerplate. 2, parce que Gen Server fait beaucoup plus de choses que ça et gère tous les cas d'erreur. Genre beaucoup plus de choses. Genre les multi, genre la termination dont on n'a pas parlé. Voilà, on n'a pas parlé de stop, on n'a pas parlé de broadcast, de call multiples, de cast multiples, on n'a pas parlé de tous ces trucs-là, on n'a pas parlé de naming de process, on n'a pas parlé de tout ça. Mais la base, ce serait ça, quoi. Je sais pas si vous avez des questions. Attends. Non, le pire, c'est que ça marche. Enfin, Ouais, ça marche vraiment comme ça, en fait. Mais parce que ce qu'on a à peine vu, mais qui était dès le départ, c'est que quand tu spawns, tu reçois un PID, et là, t'es déjà dans la magie d'OTP, en fait. Parce que le plus compliqué, c'est ce que disait Xavier aussi au tout début. Pourquoi tu fais un serveur web en 40 lignes? Parce que tu spawns un truc, et direct, t'as OTP qui dit « Ok, mon gars, le contexte d'exécution de ton spawn, je vais te le gérer bien comme il faut, et tu vas... » Enfin, c'est vraiment, si je dois résumer ça en une phrase, c'est une branlette espagnole jusqu'à ce que tu cries muchas gracias. Ça, c'est la magie de TP. C'est beau. On l'était pas beaucoup, voilà. Il y a juste ça pour YouTube, ce sera parfait. Et donc, moi, ce que je vous recommanderais, si vous ne l'avez pas lu, c'est Elixir in Action. Parce que c'est un livre qui est très bien. Et en plus de ça, il y a une implémentation qui est bien meilleure que celle-là de Gen Server. Donc je vous incite vraiment à le lire, il est vraiment top ce bouquin. Et puis programming Erlang aussi. ouais, mais... Enfin, ouais. Non, mais celui-ci est quand même plus accessible. C'est même ma promo, voilà. Non, mais c'est vrai que celui-là est vraiment accessible, quoi. Et puis il est hyper bien écrit aussi. Et il est, Ouais. je pense, à un niveau supérieur techniquement pour des personnes qui savent déjà développer que juste celui de Programming de Elixir. Programming Elixir. Donc Qui est un programming, gros bateau. Je pense qu'on- programming Elixir, c'est bien quand tu connais pas la syntaxe et que tu veux apprendre Elixir sans la partie réellement OTP, mais juste la syntaxe Elixir. Programming Elixir, il est cool. Mais Elixir in Action, in Action, quoi. T'es dans le vif du sujet, comment tu fais vraiment du Elixir, quoi. Ils ont fait une couverture dégueulasse, hein, ça se dit. C'est Manning. Ouais. Tous les Manning. Justement, il y en a un autre chez Manning, c'est The Small Book of Elixir and OTP. Il est top. Elixir and OTP Guide. Ouais, c'est qui est excellent. Il est excellent aussi. Mais qui va Et qui- beaucoup plus loin. Qui lui, pour le coup, a une belle couverture. Il sort dans. On est en avril, non, dans 3 mois alors. Dans 3 mois. Il y a un livre qui peut sortir qui s'appelle Tuning OTP. Ça va être déchiré. Ça peut Bah, être celui-là, bien. on l'attend. Ça va être déchiré. Parce que Ouais, les flags que tu passes à BIM quand tu lances Ouais, des c'est moins URL, moins K, Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. ça Et va le être nombre de cœurs que tu vas Ouais. allouer à ton. ça va être bien. Le livre lu. Sérieux? Ça fait 8 ans qu'il est en. Mais on les met. Ça fait 8 ans qu'il est en écriture. Mais Elixir Action est génial. Vraiment, il est boîte. Non, voilà. Vous avez d'autres questions, des trucs, des remarques? C'est clair, c'est pas clair, tout va bien? Bon, super. Bon, merci. Merci à toi. Moi, j'ai quand même une question. Non mais vraiment, genre, c'est une vraie question. Actuellement, en fait, c'est vraiment que l'Elixir a produit 2 talks qui sont vraiment géniaux. Et genre, qu'est-ce que vous attendez pour les faire à Elixir Paris? D'aller sur Paris, quoi. C'est genre, maintenant, si jamais je vous demandais vraiment, est-ce que au-delà de la performance, parce que gars, il est évident qu'Elixir est plus performant que dans tout contexte. Ouais. Au-delà de la performance, est-ce qu'il y a des choses qui vous font apprécier
Et c'est tout sauf la performance, justement. C'est OTP. Bah, Et même au-delà de ça, c'est même la syntaxe, c'est même en fait, la composabilité du langage, c'est l'écosystème dans lequel on va se trouver, la qualité de la documentation, la qualité des libs qu'on va pouvoir trouver, le simple fait que, et on en parlait tout à l'heure, on a Phoenix d'un côté qui est juste une combinaison smart de Ecto, de Plug, de Poison aussi à un certain niveau, etc. Comparé à Reg, enfin, c'est toutes ces choses-là qui font que Elixir est supérieur pour nous. Et la partie quand même, le fait que le truc soit immutable et qui nous permette d'être testé super facilement et de maintenir nos applications plus facilement qu'un truc un peu spaghetti avec des callbacks dans tous les sens. Quoi. Mais vraiment, je trouve que c'est c'est un une bonne truc question. génial qui présente de la meilleure manière qui soit. J'ai le savoir pour des gens qui ne connaissent pas Gen Server. Donc félicitations, vraiment, Merci. c'est vachement chouette à regarder. Vraiment, bravo. Quoi. Enfin, de mon point de vue. Hein. Moi, je connaissais un petit peu Gen Server, Comme ça, juste. mais c'était vraiment chouette comme présentation. Et donc, mille merci. Bah, merci. Merci à toi. Merci à toi, mec.